À l'occasion du parrainage de notre promotion du DPRT par le cabinet Ogletree-Dickins, nous lançons un nouveau format de vidéo de 4-5 minutes, à l'occasion desquelles nous allons échanger sur une notion clé du droit social. Et aujourd'hui, en compagnie de Maître Stéphane Bloch, nous allons parler de l'égalité en droit du travail. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, un sujet absolument passionnant, je tenais à dire, Tara, que le cabinet est très heureux, très honoré de parrainer le DPRT cette année et d'initier avec vous cette formule d'entretien de format très court dédié à un thème majeur du droit du travail. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, le principe d'égalité. Donc l'égalité, on peut en donner de multiples définitions, et on a choisi de retenir celle d'Aristote, dans Éthique et Nicomaque, qui l'a définie assez simplement finalement, et qui nous explique que l'égalité, c'est traiter de manière semblable des situations semblables, et de manière dissemblable des situations différentes en fonction de leur dissemblance. Pour vous, quelle est la place de l'égalité en droit du travail ? Alors c'est une place centrale, puisque un étudiant de première année comprend très rapidement que le droit du travail est un droit fondé sur un déséquilibre naturel, structurel, puisqu'on a d'un côté un salarié qui offre sa force de travail et un employeur qui va le rémunérer avec un lien de subordination. Donc en fait, ce déséquilibre est inhérent au droit du travail, et tout le droit du travail va être fondé sur le fait de gommer ce déséquilibre, alors sans évidemment aller dans un extrême, et de réparer, d'atténuer, de nuancer ce déséquilibre, ces différences de traitement, pour parvenir à un rapport contractuel plus équilibré. C'est ce qui fait vraiment l'essence même du droit du travail. Alors évidemment, les salariés vont considérer que l'égalité n'est pas parfaite et que le principe est toujours en leur défaveur, et puis les employeurs vont considérer que tous les avantages, tous les progrès qui ont été réalisés en droit du travail commencent à créer justement un déséquilibre en leur défaveur. Mais ça, c'est une... voilà, il faut savoir où mettre le curseur, et tout l'art du droit du travail, toute la subtilité, toute la construction jurisprudentielle du droit du travail tend à ce principe d'égalité et de non-discrimination, parce que je crois que c'est un concept qui vous intéresse aussi. Exactement. Il y a cette inégalité horizontale, cette inégalité verticale dont vous parliez avec l'employeur et le salarié, et puis cette inégalité aussi horizontale entre les salariés eux-mêmes. Et on parle de plus en plus de discrimination et de non-discrimination. La discrimination qui est cette rupture illégitime de l'égalité. Pour autant, il y a quand même une assimilation conceptuelle assez fréquente entre la non-discrimination et l'égalité, et sa poursuite, la poursuite de l'égalité. Quelle est selon vous la différence, si tant est qu'elle existe, bien sûr, entre la non-discrimination et l'égalité ? Alors sincèrement, c'est extrêmement subtil. Dans le langage courant, c'est très très subtil. En droit du travail, on arrive à identifier les concepts et à trouver des différences, mais en gros, et évidemment dans le format qui nous est imparti, on va pas pouvoir épuiser le sujet, mais on a un principe fêtier qui est l'égalité, et puis ensuite on a des déclinaisons, des illustrations qui, par exemple, sont le principe de non-discrimination. Mais on sait tout de même que le principe de non-discrimination est encadré dans des limites plus restreintes que le principe d'égalité en tant que tel. Est-ce que vous avez un exemple, peut-être un dossier sur lequel vous aviez travaillé, qui nous montre une situation où on a été dans une entreprise avec des salariés qui étaient placés dans des situations différentes et on a cherché à justifier l'inégalité ? Alors, moi, je pense à une jurisprudence qui me tient à cœur, puisque je suis assez sensibilisé au secteur public et au secteur privé, donc à la coexistence au sein d'une même entreprise de fonctionnaires et de salariés de droit privé. Et donc, c'est la fameuse jurisprudence La Poste sur le complément de rémunération, le complément poste. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les arcanes de cette affaire qui a duré plus de 10 ans, mais ce qu'il faut savoir très très rapidement, c'est qu'au sein de La Poste, donc il y avait des fonctionnaires et des salariés de droit privé, et La Poste, de façon unilatérale, décide d'octroyer un complément de rémunération, alors aux deux populations, mais ce complément a une valeur numéraire plus importante pour les salariés, pour les fonctionnaires, pardon. Et donc les salariés considèrent qu'il y a une violation du principe à travail égal, salaire égal, saisissent les juridictions,
Et au terme donc d'une épopée jurisprudentielle assez nourrie, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, fin des années 2000, va dire que la différence de traitement peut être justifiée par le fait que les fonctionnaires sont régis par des textes réglementaires ou législatifs, que les salariés sont régis par des textes, le contrat de travail et la convention collective, mais que, en l'occurrence, la Poste avait octroyé unilatéralement cet avantage. Donc on ne pouvait pas se fonder sur l'origine en fait du statut de ces personnels, mais on constatait que la Poste ayant octroyé de façon unilatérale, cela aurait été possible à condition que la Poste justifie de considérations objectives qui permettaient cette discrimination, puisqu'on n'était pas dans une discrimination fondée sur l'origine, sur les textes. Et donc la Poste a dû réparer la différence de traitement. Donc finalement, on en revient à ce que disait Aristote, on doit traiter de manière identique des situations qui sont identiques. En revanche, les différences peuvent être justifiées quand les situations sont différentes. Tout à fait. On parle beaucoup de discrimination, de non-discrimination. Pour autant, pour une partie des sociologues, pour une partie de la doctrine, on nous explique que certaines inégalités sont propres à l'homme, à sa psychologie, à ses biais cognitifs, et que à cause de ça, elles seraient hors de portée d'atteinte du droit. Pour autant, on multiplie les mesures en faveur de la diversité, les mesures en faveur de la non-discrimination. On parle de discrimination positive. Quel regard que vous avez là-dessus et sur la capacité du droit à atteindre cet objectif d'égalité? Alors le droit d'abord ne peut pas tout, et puis le droit s'insère dans la société. Donc le droit épouse, accompagne, précède, suit l'évolution de la société, le droit du travail en particulier. Ce que l'on constate, c'est que on s'intéresse beaucoup aujourd'hui à la discrimination dans des groupes en fait de population. On est passé du respect d'un principe d'égalité, de non-discrimination sur des individus à l'appréhension au sein d'un groupe. Et on peut citer par exemple la discrimination positive, qui a pour objet finalement de discriminer objectivement des populations parce que elles connaissent un déséquilibre structurel. Donc en fait, on va rééquilibrer un État qui, si on le laissait perdurer en tant que tel, serait source de discrimination. Donc voilà un des exemples, mais voilà, ce que vous citez est un exemple parmi d'autres. Et la question qu'on peut se poser, si on veut ouvrir un peu le champ du débat, c'est de se demander si le droit du travail est pas finalement aujourd'hui un droit des inégalités, et dont l'objectif est de résoudre ces inégalités, de les minorer, afin de trouver un équilibre dans les rapports sociaux. Donc si on veut savoir si l'égalité est encore un défi en droit social, qu'est-ce qu'on répond? Ah oui, un grand oui, et ça nourrit beaucoup de débats et beaucoup de dossiers et beaucoup d'échanges très agréables comme celui que nous venons d'avoir. Eh bien, merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à nos questions. Et puis, nous traiterons dans un prochain mois un autre thème du droit social.